Europe 1. Le journal de 6h. Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'antisémitisme de plus en plus décomplexé en France et il ne connaît pas de vacances. Nouvel exemple hier à Portet-Puymorens, dans le sud des Pyrénées-Orientales. Un groupe de 150 jeunes Israéliens, des enfants âgés de 8 à 16 ans, en vacances en Espagne, devaient passer la journée dans un centre de loisirs côté français. Mais l'accès leur a été refusé. Alexis Bourdon et le gérant de l'établissement étaient placés en garde à vue. Oui, pour discrimination fondée sur la religion. Selon le parquet de Perpignan, l'homme d'une cinquantaine d'années a justifié son geste en raison de convictions personnelles. Les mineurs israéliens âgés de 8 à 16 ans se trouvaient à l'origine en vacances en Espagne avant de se rendre au centre aquatique. Le gérant du centre, jusqu'ici inconnu de la justice, risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. De son côté, le groupe d'enfants a été réparti dans 3 bus avant d'être escorté par la gendarmerie par mesure de sécurité. Conséquence de cette affaire, leur planning de vacances a été modifié et ils ont pris la direction d'un autre site touristique en France. Le trajet s'est déroulé sans le moindre incident. Une enquête a été ouverte. Elle a été confiée à la brigade de recherche de la commune de Prades. Alexis Bourdon, dans un post sur X, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Jonathan Arfi, dénonce une haine et une discrimination. Il appelle à une sanction exemplaire. Aurillac, sous haute surveillance cette nuit, 2 compagnies de CRS ont été envoyées sur place hier soir pour prévenir tout nouveau débordement. Et venir en renfort aux effectifs déjà mobilisés alors que 8 policiers ont été blessés dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'affrontements avec des dizaines de casseurs, parfois masqués, en marge du Festival international de théâtre de rue. Des violences urbaines déclenchées par l'arrestation d'un jeune homme surpris alors qu'il taguait la devanture d'une banque. Vitrines de commerce brisées, mobilier urbain dégradé, poubelles brûlées, des tags, je cite, anti-France et menaçant de prendre la préfecture lors de la manifestation du 10 septembre prochain. Une enquête a été ouverte. Le parquet promet de déférer toute personne identifiée contre laquelle il y aura suffisamment d'éléments. Autre affaire à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Après la découverte de 4 corps dans la Seine la semaine dernière, l'enquête progresse vite. Un deuxième suspect a été interpellé et placé en garde à vue hier matin, Jean-Baptiste Marty. Oui, dans les locaux de la brigade criminelle à Paris, là où se trouve le premier suspect, mais sans qu'aucun lien pour le moment ne soit établi entre les deux. Mercredi matin, un premier homme avait donc été interpellé pour meurtre en concours, c'est-à-dire suspecté d'autres faits pour lesquels il n'a pas été définitivement condamné. Il s'agit d'un Algérien de 24 ans, sans domicile fixe, né à Oran et en France depuis 3 ans, en situation irrégulière. Il avait d'ailleurs été arrêté mercredi dans le centre de rétention administrative de Plaisir dans les Yvelines, puisqu'il faisait l'objet d'une OQTF. Alors, selon les informations d'Europe 1, les enquêteurs explorent la piste d'un lieu où des homosexuels venaient se rencontrer, rencontres qui ont mal tourné, règlement de compte. Les hypothèses à ce stade sont nombreuses. On le rappelle, 2 enquêtes sont actuellement ouvertes pour homicide volontaire, puisqu'au moins 2 des 4 corps retrouvés présentent des traces de violence. L'enquête se poursuit donc avec ces gardes à vue qui peuvent durer jusqu'à 96 heures, c'est-à-dire jusqu'à au moins samedi matin. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Il faut sortir du Far West numérique. Les mots de Clara Chapaz, ministre du numérique, qui promet des sanctions contre la plateforme australienne Kik si l'enquête de l'Arcom montre sa responsabilité dans la mort du streamer français Jean Pormanov. Hier, 3 jours après son décès, l'autopsie du vidéaste de 46 ans a révélé que les causes de sa mort étaient d'ordre médical et ou toxicologique, écartant donc la responsabilité de ses comparses qui le violentaient quotidiennement. Il est 6h05, vous écoutez Europe 1 matin. Ce sera donc 15%. Les États-Unis ont officialisé hier l'accord sur les nouveaux droits de douane négociés avec la Commission européenne. Après des mois d'angoisse, Donald Trump faisant planer la menace d'une imposition délirante, les entreprises européennes sont donc fixées, même si c'est un vrai coup dur, Aurélien Fleureau. Oui, cette fois, ça y est, le document a été publié et il confirme l'instauration de droits de douane plafonnés à 15% sur la quasi-totalité des produits européens exportés aux États-Unis. Voitures, médicaments, bois, mais aussi le vin. L'exemption espérée n'a pas été obtenue, au grand regret de Jean-Marie Fabre, président des Vignerons indépendants de France. On aurait espéré qu'il y ait un rapport de force différent, mais j'ose vous dire que partout dans le vignoble, nos entreprises ne se faisaient que peu d'illusions quant à la capacité de la Commission européenne à infléchir les négociations avec l'administration américaine. Personne n'a aujourd'hui la capacité de pouvoir réellement absorber cette augmentation parce que les marges sont de plus en plus faibles. Et Jean-Marie Fabre rappelle que 3600 vignerons indépendants exportent aux États-Unis, donc de petites structures familiales seront impactées. De son côté, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux
a exprimé sa profonde déception et demande dès maintenant des mesures d'accompagnement du secteur. Enfin, Laurent Saint-Martin, ministre du Commerce extérieur, a précisé que ce n'était pas la fin de l'histoire et que l'accord actuel pouvait encore évoluer. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Les États-Unis où Donald Trump continue de serrer la vis aux étrangers. Hier, le département d'État américain a fait savoir que 55 millions d'étrangers qui détiennent un visa en cours de validité vont faire l'objet de contrôles renforcés. Toute durée de séjour dépassée, infraction à la loi ou menace à la sécurité publique, comme le soutien à une activité terroriste, vaudront une révocation du titre de séjour. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La douce France des villages avec son bal à la fin de l'été. Vous y êtes, vous l'entendez, ce bal, tendre souvenir que nos enfants, malheureusement, ne connaîtront peut-être pas. 30% des fêtes de village ont disparu depuis le Covid, selon un sondage de l'association Les Plus Belles Fêtes de France. Exemple à Saint-Cyrgue, c'est dans le Tarn. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Margot Bongrand. Dans ce village de 200 habitants, la fête réunissait chaque année en juin plus de 250 personnes. Un moment crucial pour la commune. C'est un facteur de lien social, ça amène un peu de paix sociale. On voit bien que c'est des villages où il n'y a ni commerce ni école. Quel point de rencontre on peut trouver autre qu'une fête de village ? Johan a repris l'an dernier la tête du comité des fêtes de Saint-Cyrgue pour ne pas le voir disparaître. Mais malgré sa bonne volonté, cette année, la fête n'a pas pu avoir lieu car trop peu d'habitants s'engagent pour l'organiser. Ce qui devait arriver est arrivé. Personne ne s'est proposé pour reprendre la fonction de trésorier. Là, on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile à tenir. Au niveau organisation, oui, il faudrait qu'on soit plus nombreux. La raison qui ressort tout le temps, c'est le manque de temps. Un problème récurrent dans le département, explique Annie Béraille, secrétaire de la Fédération des fêtes d'Occitanie. Elle a vu de nombreux comités des fêtes s'éteindre après le Covid. Reprendre un comité des fêtes s'est avéré assez difficile. Les gens ne voulaient plus prendre de responsabilités. Les gens sont devenus plus consommateurs. Souvent, dans des petits villages, les bénévoles veulent s'investir un jour, 2 jours, mais pas sur une année. Les fêtes de village sont aussi mises en danger par la baisse de subventions accordées par les municipalités. Saint-Cyrgue, Margot Bongrand, Europe 1. Des centaines de milliers de données clients de l'enseigne Auchan ont été dérobées, résultat d'une cyberattaque massive. Les pirates ont récupéré les noms, prénoms, adresses mail, postales, numéros de téléphone et numéros de carte de fidélité des clients. Les données bancaires, les mots de passe et les codes PIN des cartes de fidélité ainsi que les montants des cagnottes ne sont eux pas concernés. Il est 6h08 sur Europe 1. C'est une mesure qui avait fait grand bruit. Depuis le 26 février dernier, plus question de vendre ou d'offrir gratuitement des cigarettes électroniques jetables, les fameuses puffs, des dispositifs de vapotage nocifs pour la santé et l'environnement, mais très prisés des ados. Et malgré leur interdiction, eh bien, il est toujours très facile de s'en procurer, comme le prouve ce reportage Europe 1 signé Mathis Lang. Clara, Alexandre et Samantha se baladent dans les rues de Paris, jean large, téléphone à la main. Ils ont tout l'attirail du lycéen, sans oublier leur puff. Beaucoup de gens la fument, ça a bon goût. Malgré l'interdiction, ils savent très bien où ils peuvent en acheter. Dans des petits trucs dans le 14e. C'est des petits, pas des supermarchés, mais genre c'est des petits trucs où ils vendent, comment on appelle ça ? Des épiceries. Des épiceries, voilà. Elles sont dans une vitrine sur le côté où on achète, on paye, tout ça. Effectivement, il suffit de faire quelques mètres pour le constater. Bonjour, je voulais savoir si vous vendiez encore des puffs ou pas. Dans cette épicerie, il est possible d'en acheter. C'est combien ? 20 €. 20 €, ok. Ouais. Ah, c'est des rechargeables. En réalité, seuls des puffs rechargeables sont vendus, manière de contourner la réglementation qui ne prévoit l'interdiction que des puffs à usage unique. Mais le plus facile reste sûrement les réseaux sociaux. Europe 1 a fait le test. En quelques clics sur Facebook ou encore Snapchat, il est possible d'échanger avec des vendeurs. Quantité, goût, moyen de paiement, tout est prévu. Même la livraison, elle est proposée partout en France. Mathis Lang, un mot de tennis. La qualification du Français Giovanni Mpetshi-Perricard, 39e mondial hier pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Winston-Salem aux États-Unis. Après sa victoire en 2-7 sur le Serbe Ahmad Medjedovic, son adversaire au tour prochain n'a pas encore été déterminé. L'autre quart de finale entre le Chinois Bu Yun Chao Kete et le Néerlandais Botic van de Zandschulp a été suspendu hier. Merci Fanny, 6h11. Bon,